vous retrouve pour un nouvel update lecture. Comme d'hab, je suis grave en retard sur les updates lecture. Mais d'abord, je vais faire une petite précision parce que, pour vous, ça changerait en fait. Vous voyez toujours l'update lecture 1000 ans après que j'ai lu les livres. Sauf que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné de vidéo. Et du coup, pour moi, ça fait aussi longtemps que j'ai lu les livres. C'est-à-dire que d'habitude, il s'écoule très peu de temps entre le moment où je lis les livres et le moment où je tourne la vidéo. Mais beaucoup de temps entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la publie. Mais là, c'est l'inverse en fait. Il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où j'ai lu les livres et le moment où je tourne la vidéo, et très peu de temps entre le moment où je la tourne et le moment où je la filme. Donc potentiellement, mes résumés seront assez flous et mes avis aussi. Voilà, je suis désolée. Le premier, c'est L'indice de la peur de Robert Harris. Je vous en avais parlé dans le book haul que j'ai fait parce que j'ai acheté Pompéi depuis que je suis au moment où je tourne la vidéo en train de lire, et j'aime beaucoup Pompéi d'ailleurs. Et donc c'est suite à mon abandon de ce livre-là que j'ai acheté Pompéi. Je crois que j'avais lu 144 pages, 147 pages, un truc du genre, je sais plus. Et en fait, dans ce livre-là, on va suivre Alex Hoffman. On est en Suisse, je crois. Et au tout début du livre, on est chez lui avec sa femme. Enfin, il est chez lui avec sa femme. Et la nuit, ils vont se faire agresser en fait. Il y a un gars qui va rentrer chez eux. Et voilà, il va les agresser. Alex va se retrouver à l'hôpital parce qu'il a été un peu assommé, il a perdu connaissance, tout ça. Donc il va à l'hôpital, mais il n'arrête pas de dire et de répéter qu'il va bien, que tout va bien, qu'il n'a pas besoin de rester là, qu'il n'a pas besoin de faire d'examen, il signe une décharge et il se casse, en gros, parce qu'il veut aller travailler. Et en fait, moi je m'attendais du coup à ce que le livre soit sur l'enquête de qui est rentré chez lui, pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait, mais pas du tout. On va être centré sur le travail d'Alex Hoffman, qui, alors je sais plus trop qu'est-ce qu'il fait et dans quel, comment ça s'appelle son entreprise, mais en gros on va nous parler d'algorithmes, de marché financier, de finances, d'actions, d'obligations, d'achat, de vente, de prix du marché, enfin tout un truc comme ça. Et on va principalement nous parler d'un algorithme qu'il a créé avec un de ses associés, je crois qu'ils ont développé tous les deux, qu'ils ont écrit tous les deux en fait, et cet algorithme est chargé de décider d'associer une action avec un nombre d'actions à acheter ou à vendre et un prix à l'acheter ou à l'achat ou à la vente. Donc voilà, c'est l'algorithme qui prend les décisions de qu'est-ce qu'on achète, quand, combien, à quel prix. Et du coup, l'algorithme va se mettre à prendre des décisions qu'un humain ne prendrait pas. C'est pour ça qu'ils ont créé l'algorithme. Et on va se rendre compte que plusieurs décisions complètement aberrantes selon les humains prises par l'algorithme vont s'avérer payantes. C'est-à-dire que par exemple, il va vendre plein d'actions à perte, c'est-à-dire moins cher qu'il les a achetées. Normalement, tu fais pas ça en finance. Et peu de temps après, l'action va chuter et perdre toute sa valeur. Et donc ne vaudra plus rien. Et donc eux, ils auront perdu beaucoup moins d'argent que les gens qui vont garder l'action. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et donc voilà, on va être vraiment centré sur cet univers-là de finance, d'algorithmes, de marché financier, d'obligations, d'actions, d'achats, de ventes, de règles et de tout un tas de trucs. Et on va nous expliquer comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça et tout et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'en fait, moi j'ai fait une licence de mathématiques et d'informatique, j'ai eu des cours de finance, j'ai eu des cours d'algorithme, j'ai fait de la programmation. Enfin, du coup, voilà, c'est des données que je maîtrise et que je connais. Et donc, j'ai rien appris avec ce livre-là, à part me répéter ce que j'ai déjà appris et me donner l'impression d'être en cours. Bah, j'ai pas appris grand-chose dans ce livre-là. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ça me saoule en fait. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. À part l'algorithme, la finance et le marché financier, il n'y a quasiment rien autour. Il y a une petite histoire de livre qu'il a reçu et on ne sait pas qui c'est qui lui a envoyé, mais le centre du livre, vraiment, c'est toutes ces questions d'algorithme, de mathématiques, de finance, d'action, de marché financier. Et moi, c'est des trucs que je connais. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté et c'est pour ça que je voulais quand même lire autre chose de Robert Harris parce que je me suis dit, sur un domaine que je ne connais pas du tout et qui m'intéresse, peut-être que ce sera vraiment cool. Mais là, c'est pas le cas en fait. Du coup, si vous voulez un livre assez romancé qui vous explique pas mal de choses au niveau financier, informatique, algorithmique, tout ça, si ça vous intéresse, ce livre-là est vraiment bien du coup. Alors après, je ne saurais pas vous dire à quel point c'est facile pour une personne qui qui n'est pas habituée à ces domaines-là de comprendre ce qui est dit parce que bah, du coup, moi j'ai tout compris évidemment. Mais voilà, je pense que ça peut vous intéresser si c'est votre cas. Moi, c'était pas mon cas. Du coup, au bout d'un moment, voilà, ça m'a un peu saoulée. Je suis un peu dégoûtée. Ensuite, j'ai lu Le crime et notre affaire d'Agatha Christie. Donc, c'est la partie 2 d'un recueil de nouvelles. En français, ils l'ont divisé en deux, je ne sais pas pourquoi. Et donc, la partie 1, c'était Associé contre le crime. Donc, c'est du Agatha Christie, hein, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Et donc, on retrouve Tommy et Tuppence Beresford, qui sont un couple de détectives. En gros, ils ont intégré une espèce d'agence de détectives. Et donc, voilà, ils mènent des petites enquêtes sur des disparitions. Je crois que dans ce livre-là, dans celui-là, il y a au moins un meurtre. Mon avis sur la première partie, ça a été en gros, c'est des enquêtes sympathiques, pas super développées, pas franchement intéressantes, enfin pas tout le temps intéressantes en tout cas,
ça se lit bien, ça se lit vite, c'est sympa, mais c'est pas dingue. Et ben mon avis sur la partie 2 est exactement le même. Et en fait, le problème, c'est que, j'ai réalisé en lisant celui-ci que le truc, c'est que il n'y a pas de réelle enquête avec pas des indices et des trucs qui se mettent en place et qui permettent au lecteur de se faire son idée et de trouver qui a fait ça ou comment ça s'est passé. Non, en gros, on piétine pendant, je sais pas, 10-15 pages et puis bim bam boum, en 2 pages, le truc est résolu. Du coup, c'est un peu gênant pour moi en tout cas parce que j'ai pas pu essayer de deviner en fait. T'as pas le temps d'essayer de deviner. Et en un claquement de doigts, c'est résolu. Donc pour ça, je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, ça se lit bien, c'est sympa. Tu passes un bon moment. Voilà. C'est pas les histoires du siècle, mais c'est sympa. On va passer à un truc beaucoup plus sympathique. Hot in Chicago, le tome 2, Retour de flamme de Kate Miller. Donc j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos et quelque part par là-haut si j'y pense. Et j'avais un peu peur de lire celui-ci en fait parce que dans le tome 1 on aperçoit les deux personnages qu'on va suivre ici, à savoir Alexandra qui est pompier et Ellie qui donc, va être le mec de la romance. Hein. Et en fait le truc c'est que donc elle est pompier et lui il est un peu misogyne. Au cours du tome 1 il lui a clairement fait comprendre, enfin en fond parce que on les voit quand même pas très souvent, mais on a quand même bien capté que que selon lui, elle est une femme, elle n'a pas à exercer le métier de pompier, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas à sa place, ce n'est pas pour elle, elle doit laisser faire les hommes en fait. Et du coup j'avais un peu peur de lire ça parce que j'aime pas les mecs comme ça évidemment, enfin, vous vous en doutez. Mais en fait ce qui est cool c'est que comme on est dans sa tête à lui, on a... comment dire, il ne nie pas qu'il est misogyne et il ne nie pas ce qu'il pense d'elle en tant que pompier et ce qu'il pense de la place d'une femme en fait. Mais ce que j'ai adoré, c'est que comme on est dans sa tête, on a ce petit côté de... il pense qu'elle ne devrait pas être pompier, mais il va tomber amoureux d'elle parce qu'elle est forte, parce qu'elle est pompier, et parce qu'elle a fait quelque chose qui prouve elle est tout à fait légitime d'être pompier en fait. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus nier qu'elle est à sa place en fait. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé être dans sa tête et voir ce mécanisme-là se mettre en place chez lui. C'était vraiment cool. Et elle, on a aussi la question de parce qu'elle est pompier, parce qu'elle est forte dans son métier physiquement et émotionnellement, enfin et psychologiquement, pour toutes les critiques qu'elle a prises, parce que comme elle est une femme pompier, elle s'est mangée pas mal de critiques aussi, est-ce qu'elle doit être forte tout le temps, ou est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, elle a le droit aussi de craquer, elle a le droit aussi de se relâcher, elle a le droit aussi d'être un petit peu faible en fait. J'ai bien aimé toutes ces questions-là, j'adore la manière dont Kate Miller aborde ces sujets-là. Ça reste une romance, ça reste sympa, ça reste léger, ça se lit super facilement. Et pourtant, il y a quand même des questions, il y a quand même des trucs qui vont te faire réfléchir, qui vont te dire ah mais oui mais c'est vrai, mais et si ça, et alors c'est bien parce que ça reste léger et en même temps tu peux réfléchir. T'es pas obligé de le faire, hein, si vraiment tu veux pas, tu ne réfléchis pas évidemment, mais ça peut te permettre de réfléchir et j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime c'est qu'on a l'impression que c'est pas écrit pour être féministe, c'est pas écrit pour aborder tous ces sujets d'égalité homme-femme ou de différence entre les hommes et les femmes. C'est une histoire qu'elle a écrite avec les personnages et c'est de par la vie des personnages et de par ce que font les personnages que le féminisme et l'égalité homme-femme est abordé. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment trop cool. Le tome 3 est pas sorti en France et apparemment ne sortira jamais. Mais il y a le tome 1,5, je crois que je l'avais déjà dit, mais le tome 1,5, ça va être sur un autre pompier, du coup, que le frère de Alexandra et du pompier du tome 1. Et ce pompier-là est homosexuel. Je ne sais plus comment il s'appelle, donc on va voir l'histoire de lui et de son mec en fait. Et il faudrait que je le trouve et que je le lise. C'est prévu. J'ai envie de le lire, après c'est pas dit que je le trouve. On verra bien. Mais en tout cas, je vous conseille quoi qu'il arrive les deux tomes, le 1 et le 2 là, de Hot in Chicago. Parce que malgré les titres un peu kitsch, les histoires sont vraiment cool. Et j'ai écouté Fair Play de Canal Day en lisant ce tome. Et enfin le dernier qui est un petit peu un échec, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc on a beaucoup vu passer ce livre sur Booktube et j'avais pas décidé de l'acheter et de le lire parce que je savais pas trop si c'était complètement du développement personnel ou à la limite du développement personnel. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui m'attire. Si vous en avez besoin de lire ces livres-là, du développement personnel et de personnes qui vous aident et qui vous poussent à faire des changements et des modifications dans votre vie, bah faites-le. Je veux dire, j'ai rien contre les gens qui en lisent et qui en écrivent. C'est juste que moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment faire des changements, comment aller mieux, comment mieux m'organiser, comment me sentir mieux. J'ai pas besoin. Voilà, si j'ai envie de faire un changement à un moment donné ou un autre dans ma vie, eh ben je le fais. J'ai pas besoin qu'on me dise de le faire ou qu'on m'explique comment le faire. Donc j'ai pas besoin de développement personnel. Maintenant, celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. D'ailleurs, je l'ai pas mis trop longtemps à essayer de le lire parce que j'ai dû l'abonner à la page 45. Hein, voilà. Mais quand elle me l'a donné, je me suis dit, je vais au moins essayer. Quoi. Ça me coûte littéralement rien d'essayer. Donc on y va, c'est parti.
On y rencontre Camille qui a 38 ans. On la découvre, elle est sur une espèce de route de campagne, elle rentre, enfin elle avait un truc pour son boulot à faire je crois et elle doit rentrer chez elle, un truc du genre. Donc de bol elle tombe en panne, en plein milieu de la forêt, il n'y a personne et elle va essayer de trouver la seule maison qu'il y a dans les parages pour l'aider, parce qu'évidemment elle ne le capte pas je crois. Et elle va rencontrer Claude qui est routinologue et donc ils vont commencer à discuter, il va lui donner sa carte et ensuite une fois de retour chez elle avec son fils et son mari je crois, elle va le contacter et aller le voir et à partir de là il va lui faire passer un espèce de test pour ensuite l'aider à mettre en place des trucs pour améliorer sa vie et tout et tout. Donc tout ce que je vous dis se passe dans les 40 premières pages. Hein. Et en fait le truc c'est que on va être centré sur ces questions-là, les changements à faire, comment les faire, et moi ça m'intéresse pas en fait. J'espérais qu'il y aurait une histoire un peu plus développée au-delà du développement personnel, et en fait c'est pas le cas, en tout cas pas assez pour moi. Maintenant, si j'étais dans la situation de Camille et que j'étais tellement enfermée dans ma routine, dans mon quotidien, dans ce que je fais, dans ce que je dois faire, dans ce que je sais faire, et que je me sens pas bien, mais que je sais pas par quoi commencer pour changer et pour aller mieux, peut-être que ça m'aiderait. D'ailleurs, je vais le garder, parce que peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, j'aurai besoin de ce livre et besoin de ça pour m'aider à aller mieux. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je vais le garder, parce que peut-être qu'un jour, ça le sera. Mais voilà, du coup, en fait, j'ai pas ressenti le besoin de le lire et je me suis dit que ça allait rien m'apporter et que comme je lis pour me divertir principalement et que ça me divertissait pas, bah j'ai arrêté en fait. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin de, enfin si vous avez envie d'un livre de développement personnel, un truc qui vous aide à aller mieux, à vous sentir mieux, à faire des, à pas modifier des trucs dans votre vie pour aller mieux, peut-être qu'il vous aidera ce livre, mais moi j'en avais pas besoin, donc fatalement ça ne m'a pas aidé. Ma vidéo est finie, du coup je crois que mon année de lecture est assez court, à la fois parce que j'avais pas grand chose à dire dessus, et surtout parce que mes souvenirs sont assez loin, mais j'espère quand même que j'aurai bien résumé les livres et que je vous aurai soit donné envie de les lire, soit conforté dans l'idée que vous vouliez déjà les lire. Je commence à bafouiller et ma voix commence à partir en couille, donc je vais arrêter la vidéo. Maintenant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.